Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Oh, contact! Oh! Miller and Mir, side to side. They bash big into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 146 de C'est qui en pôle. Cette semaine, on se retrouve sur le circuit de Misano pour le Grand Prix de Saint-Marin. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver Paul. Comment tu vas ? Eh ben écoute, en pleine forme, bien récupéré de Manicourt, donc c'est parfait, prêt à attaquer. Ça va, il n'y a pas eu de pluie, je pense. Ah non, c'était là on était gâtés avec le temps, j'ai pris des couleurs. C'est vrai que voir le SBK à Manicourt, c'est quelque chose, effectivement, je confirme. On va passer aux news MotoGP, si tu veux bien. En Moto 2, donc c'est officiel, on a l'American Racing Team qui se sépare de Sean Dylan Kelly. Le communiqué officiel dit que c'est d'un commun accord, mais on a vu un peu les états d'âme de Sean Dylan sur les réseaux sociaux. Ça a plus l'air d'être... on sait pas trop quoi, mais en tout cas il est remercié. En MotoGP, donc on a Rins qui est encore absent sur ce Grand Prix et qui sera remplacé par Takumi Takahashi. Bagnaia va être déclaré apte à rouler après son gros crash de Barcelone, et Marini est officiellement confirmé chez Ducati VR46 pour 2024. Je pense qu'il n'y a pas grand suspense sur cette signature. Non, on est d'accord, bon, c'est bien, VR46, il continue sur de bonnes bases, on verra ce que ça donne l'année prochaine, par contre, avec la machine de l'an dernier, du coup. Exactement, ouais. Bon, c'est encore une bonne machine, hein, on le voit avec les Pramac et les Ducati officiels cette année, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour eux. Peut-être juste en 2025, quand ils auront potentiellement des Yamaha pour faire... C'est la pire chose à leur souhaiter, même pour toi qui est fan de Ducati, là, là, ce serait vraiment dramatique. Enfin bon, on peut pas... ça fait partie sport mécanique, hein. On le voit avec... je suis pas trop la F1, mais avec Lewis Hamilton ces 2 dernières années, hein, quand t'as une voiture moins bonne, bah il faut aussi faire avec. C'est sûr. Bon après, on sait ce que ça donne les motos moins bonnes. Hein. Ça fera peut-être potentiellement un meilleur départ en début de saison. Et puis une fois que les évolutions arriveront sur les officiels, il faudra voir ce que ça donne. Justement, une fois passé la mi-saison. Eh ben écoute, on va démarrer pour ce week-end de Grand Prix, le dernier week-end en Europe avant le dernier round, le dernier week-end à Valence, le traditionnel week-end qui aura lieu en fin de saison. Donc on va démarrer avec le Moto E. Les essais qualifs, donc on a Jordi Torres à la lutte pour le titre encore, s'arrache de la Q1 avec Michael Ponce, et en Q2, donc c'est Casadei qui fait la pole devant son coéquipier Spinelli, et Garzo qui complète la première ligne. En deuxième ligne, on a Montavoni, Torres et Manfredi. Matteo Ferrari, lui, partira 10e. Donc pour la course 1, je vais d'abord mettre un peu de contexte pour ceux du fond qui suivent pas. Donc c'est le dernier week-end de Moto E de la saison. On a 2 courses pour départager le champion du monde 2023. Un petit rappel, donc Casadei est en tête du championnat avec 219 points, soit 21 points devant le deuxième Jordi Torres et 22 points devant Ferrari. Donc tout peut déjà se jouer sur cette première course du week-end. Et c'est parti, donc incroyable départ de Torres qui prend le lead depuis la 5e place de la grille, devant les 2 motos de Ponce Racing, c'est-à-dire de Casadei et de Spinelli. Tito Rabat va chuter dès le 3e virage. Torres tient la tête et maintient le championnat en vie à ce moment-là. Mais en fait, on se rend compte qu'il a volé le départ et il va être pénalisé de 2 longues laps. Montavoni va chuter au milieu de la piste en low side, mais tout le monde l'évite. Ça m'a rappelé un peu la Catalogne. Et Torres va perdre des places, je pense, un peu déstabilisé par le message sur son tableau de bord, comme quoi il avait volé le départ, je suppose. Casadei, à ce moment-là, a repris la tête devant Spinelli, et Garzo est bien en file indienne dans leur roue. Ferrari, lui, de son côté, est remonté à la 7e position. Casadei, Garzo et Spinelli vont nous offrir des passes d'armes incroyables, pendant que, de son côté, Torres va faire ses 2 longues laps. Et c'est finalement Casadei qui va s'imposer sur la ligne pour un beau photo finish devant Garzo, et Spinelli pour la 3e position. Ferrari va terminer 6 et Jordi Torres 10e. C'est donc beaucoup trop loin pour les 2 pilotes, et le premier champion du monde Moto E est donc italien sur une machine italienne. J'ai nommé Casadei.
Je dis bien le premier champion du monde, hein, parce qu'on rappelle que jusqu'à présent, c'était une Coupe du Monde et c'est la première année où on a un championnat du monde en Moto E. J'enchaîne avec le deuxième course. Donc on sait que le titre est joué, mais pas la place de vice-champion qui va donc se décider entre Ferrari, Torres et Garzo qui se tiennent à 9 points. Ferrari est actuellement vice-champion, Jordi Torres 3e et Hector Garzo 4e. Donc on a les deux Ponce qui vont faire un départ exceptionnel encore, ainsi que Garzo suivi par Torres et Mantovani. Spinelli va prendre l'avantage sur Casadei, puis Garzo également sur Casadei. La bagarre est sur la piste, hein, c'est très propre. Garzo passe Spinelli dans le dernier tour, mais celui-ci réplique dans un déplacement incroyable et c'est donc Casadei qui en profite pour s'infiltrer et passer les deux d'un coup, mais ça réplique quelques virages plus tard. Spinelli reprend la tête, suivi par Garzo. C'est finalement Spinelli qui s'impose devant Garzo et Casadei. Mantovani finit 4, Torres 5 et Ferrari 7. Donc Casadei toujours champion et c'est Jordi Torres qui conserve le bénéfice de la deuxième place au championnat du monde pour un petit point devant Ferrari, lui-même un petit point devant Garzo. Qu'est-ce que t'as pensé de ces courses, Paul ? Ouais, moi, le Moto E, j'adore, donc j'ai forcément bien aimé. Comme d'habitude, il y a de la bagarre en fin de course. Ce que j'ai trouvé juste dommage, c'est Torres, ça pardonne pas. Hein. Il était en tête avant le week-end à Barcelone. Deux erreurs en course à Barcelone, une là de nouveau à Misano. Ça lui coûte le titre. C'est dommage pour lui, mais il joue encore devant. Donc après c'est bien d'avoir une nouvelle tête. De mémoire, Casadei c'est 4e et 6e sur les 2 dernières saisons ou l'inverse. Mais voilà, donc c'est bien une nouvelle tête, un nouveau pilote et c'est une catégorie qui est intéressante. Donc félicitations au nouveau champion du monde. Exactement, ouais, je te rejoins sur Torres, il a fait trop d'erreurs. Moi, ce que j'ai bien aimé, donc, c'est Casadei, qui a pas tremblé avant ce week-end. On aurait pu penser que la pression fait qu'il va peut-être lâcher un peu en course, sachant qu'il avait quand même un petit matelas d'avance, mais pas du tout. Dans les 2 courses, il s'est battu comme un lion pour gagner. D'ailleurs, il était titré sur une victoire. Félicitations à lui. Un petit point sur Granado. Alors forcément, il était blessé en début de saison, donc il était plus dans la course au titre. Mais voilà, il chute 2 fois ce week-end et lors de la deuxième course, il emporte Manfredi dans un accident. Voilà, j'ai marqué que ça aurait été qualifié d'attentat si ça avait été Marc Marquez qui faisait ça, ou Andrea Iannone d'ailleurs. C'était vraiment n'importe quoi, donc je pense qu'il était pas dedans cette saison, alors que voilà, il s'impose l'année dernière dans ce championnat, un peu dommage. Ouais, là, comme tu dis, il a déjà la blessure, il a moins roulé sur la machine, donc il fallait peut-être qu'il la prenne en compte, je sais pas, mais bon, c'est une saison sans pour lui. Effectivement, il y a le changement de machine. Et un dernier petit point pour la célébration du titre de Casadei, j'ai trouvé ça sympa. Alors je savais pas qu'il était pote avec Bastianini, mais voilà, il y avait toute une partie du team Bastianini 23 là qui était avec lui sur la piste, donc ça fait toujours plaisir, je pense, pour un pilote d'un championnat un peu moins relevé de voir des pilotes MotoGP fêter le titre avec eux. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Moi, je suis comme toi, je trouve ça très bien aussi parce que ça montre qu'il y a quand même vraiment un lien entre le Moto E qui fait partie du championnat du monde quand même. Donc il faut, c'est bien aussi de montrer qu'ils sont pas seulement isolés. Après, on en parlait ce week-end, tu vois, avec Ophélie, Kevin et Stéphane. Ce serait bien qu'ils aient maintenant des pilotes peut-être un peu plus en vue ou peut-être d'anciens du MotoGP qui feraient la passerelle pour donner encore un peu plus de crédit au championnat. Mais c'est sûr que c'est bien de voir que tout le monde se connaît et se côtoie et que ça reste de la bonne ambiance. Ouais, je te rejoins. Après, moi, je vais troller un peu, mais on a Tito Rabat, ancien pilote MotoGP dans la catégorie. Okay. Moi, je le pensais ancien pilote de la clinique mobile, mais après, c'est un choix. Oui. Allez, on va vite passer à la Moto 3. On va faire genre, on n'a pas entendu. On est d'accord. Alors, on passe chez les fous furieux. Pour le Moto 3, donc en Q1, on a Holgado, Rossi, Kelso et Munoz qui vont passer en Q2. Et pour la Q2, la pole revient à Mazia devant Sasaki et Toba. Le leader du championnat Holgado part 8e et Lorenzo Felon 25e.
On passe à la course. Donc dès le début, c'est Sasaki qui tente de prendre l'avantage sur Masia, mais l'Espagnol conserve la tête. Alors j'ai essayé de faire succinct, mais il y a eu du spectacle en piste. Ça débute derrière l'Espagnol, où on a un groupe de presque 10 pilotes qui se passent à chaque virage. Masia en profite pour essayer de creuser un petit écart, tandis qu'Ortola se fait percuter par un autre pilote et doit élargir, heureusement sans tomber, à l'inverse de Salvador qui chute et abandonne. La résistance s'organise derrière Masia, Honju, suivi comme son ombre par Morera, bat le record du tour en course dans sa remontée sur l'Espagnol. 7 dixièmes derrière, on retrouve Sasaki, Munoz, Alonso et Toba avec eux-mêmes de l'avance sur le reste de la meute. Le leader du championnat, Holgado, est englué autour de la 10e place et il ne parvient pas à doubler. À mi-course, les 7 pilotes sont regroupés et Honju profite d'une petite erreur de Masia pour prendre la tête. Le pilote turc accélère franchement le rythme. Seuls Masia, Munoz et Alonso parviennent à le suivre. Le reste du groupe est décroché et l'écart ne cessera de grandir jusqu'à la fin. À 2 tours de l'arrivée, Munoz ne peut plus suivre et restera accroché à sa 4e place, tandis que le trio de tête va attendre la fin du dernier tour pour s'expliquer et décider de l'ordre sur le podium. C'est Alonso qui passe à l'attaque sur Masia pour la 2e place et se retrouve juste derrière Honju. Le Turc écarte à 3 virages de la fin, suivi par Alonso qui reste sur la bonne trajectoire. Masia arrive de loin, il s'infiltre à l'intérieur des 2 pilotes pour prendre la tête, mais freine un peu tard dans le virage suivant. Il bouchonne Honju tout en ouvrant en grand la porte pour Alonso. Le Colombien s'est pas privé, il en profite, file vers la victoire, suivi comme son ombre par l'Espagnol, qui termine 2e à 36 millièmes seulement. Honju est 3e. Au classement final de la course, on a donc Alonso devant Masia et Honju. Holgado, le leader du championnat, finit 16e, donc hors des points, et le français Lorenzo Felon, 24e. Au championnat, Holgado conserve la tête avec 161 points. Sasaki est 2e, revient à 4 points avec 157. Et Masia, 3e, 149 points. Lorenzo Fellow, toujours 34e, avec aucun point. Est-ce que tu as vu cette course et qu'en as-tu pensé, Pierre ? Ouais, course typique Moto3, encore pas mal de dépassements, sans doute avec la Moto E, sans doute les courses les plus disputées du week-end, avec le plus de bagarres en piste en tout cas. J'ai bien aimé ce qu'a proposé Masia, comme il le fait toujours pendant une partie de la saison. Mais son problème, c'est que dans certains circuits, il est complètement transparent, dans certaines périodes en tout cas. Honju fait du Honju. Je suis pas sûr de... Parfois, je l'ai trouvé un peu trop agressif ou un peu trop optimiste. Mais en tout cas, cette fois, c'est passé. Voilà, donc tout va bien. Félicitations, belle course à lui et David Alonso, exceptionnel ce pilote. J'ai marqué, j'ai 3 victoires depuis la trêve sur 4 courses, en sachant que la seule course où il gagne pas, il termine hors des points, mais loin parce qu'il était tombé, je crois. Donc c'est l'homme en forme du championnat, l'homme à battre et à corréler même avec Holgado, qui lui est en retrait totalement depuis 2 courses. Il finit 22e en Catalogne et 16e ici, donc hors des points à chaque fois, ce qui permet à tout le monde de raccrocher les wagons. Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, c'est super analyse, il n'y a pas grand-chose à rajouter. J'ai trouvé la bagarre dans les derniers virages juste hallucinante, comme tu dis. Alonso, c'est magique. Alors là, les 3, Honju, Masia et Alonso, c'est au millimètre. J'ai dû revoir le dépassement 2-3 fois pour pouvoir faire un bon débrief, parce que ça va vraiment très vite et c'est impressionnant. Alors je me demande bien ce que voulait dire ce fameux mapping 4 qu'on a donné à Honju plusieurs fois d'ici sur la fin de course. Est-ce que ça voulait dire attaque ou laisse passer, ou on ne saura pas, c'est un code entre eux, mais oui, comme tu dis, il a fait du Honju. Alors, à un moment je me suis dit qu'il allait peut-être se mettre par terre ou en mettre un par terre, mais ça, comme tu dis, ça a tenu, donc il joue quand même placé. Masia, voilà, je l'ai mis au-dessus, un bien malin qui peut prédire le champion cette année, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu avec ce qui va suivre pour le Moto2, c'est un peu dur de voir de la constance en fait, parce que à l'instar d'Holgado, ils vont faire quelques courses devant et puis à un moment la machine s'enraye, ils se retrouvent vraiment loin. Donc à voir pour la suite. En tout cas, c'était vraiment très très impressionnant comme course. Ouais, je te rejoins, effectivement. Mapping 4, ça m'a surpris. Je me suis demandé, mais ils ont des mappings en Moto 3. Et effectivement, ça pouvait être une consigne de course qui était donnée comme ça. N'empêche que Honju, il a commencé comme d'hab, pour moi, en Moto 3, celui qui débute
le dernier tour en tête, souvent il se fait arnaquer. Ça, encore le cas cette fois. Mais c'est pas toujours une réalité, mais c'est vrai que ça arrive souvent quand il y a des paquets aussi resserrés. Donc faire attention. Après voilà, ils ont fait le trio de tête a fait une excellente course. Derrière ça bagarre aussi, mais on les a moins vus. Mais le petit Olgado va falloir qu'il se réveille en Inde ou par la suite de la saison, parce que son avance fond comme neige au soleil, et c'est bien dommage parce que j'aimerais bien voir Tech 3 obtenir un titre de champion du monde. Bon, on est d'accord, et puis là il a pas de chance parce que Sasaki est placé quand même dans les points, et là 0, ça pique, hein, parce qu'il avait plus d'une dizaine de points d'avance, je sais pas si c'est 15 ou 16, quelque chose comme ça la semaine dernière. Là c'est resserré à 4 points, donc clairement prochaine course, il faut finir devant Sasaki, sinon la première place peut vite se perdre. Sans compter que Mazia Honshu, c'est ultra serré, 3e, 4e et 5e place du championnat, ça arrête pas de se passer, donc là ça va être coton. Il y a encore beaucoup de courses, faut pas lâcher maintenant. Et comme tu dis, c'est un pilote Tech 3, donc on est un peu chauvin quand même. Exactement. Je crois qu'on a fait le tour de la Moto 3. Je sais pas si tu voulais rajouter autre chose, peut-être sur Lorenzo Felon. J'aurais bien voulu avoir quelque chose à rajouter sur Lorenzo Felon, mais là c'est dur. Ouais. Encore 0 points. Bon, comme d'habitude, on va attendre la prochaine course en espérant qu'il marque cette saison, mais là c'est très très compliqué. Ouais, et puis 0 points, mais surtout il se montre pas du week-end à aucun moment. On le sent capable de faire quelque chose, même en séance d'essai libre. Je veux dire, c'est absent totalement. Même on le voit même pas sur les replays parce qu'il va même pas au bac à sable. J'ai envie de dire, c'est un peu méchant ce que je dis, mais non, mais c'est ça. On sent que très très compliqué. Il y a pas, enfin, il y a quelque chose qui marche pas. Puis le CIP, c'est quand même un bon team. Et du coup là, il y a rien qui va. Et le problème, c'est que c'est notre seul représentant français en Moto 3. Moto 2, on a personne. Et c'est pas avec j'allais dire avec des résultats, mais c'est pas avec des non-résultats comme ça qui va pouvoir prétendre éventuellement monter et faire autre chose en catégorie supérieure. Ça commence à être un peu vache maigre pour les Français dans toutes les catégories. Heureusement qu'on a Zarco et Quarta en MotoGP pour nous faire rêver un petit peu ou espérer, parce que là ça devient compliqué. J'étais persuadé qu'il avait réussi à signer un deal de 2 ans avec le CIP, mais j'ai cherché partout dans les anciennes news et c'est pas précisé, donc je pense qu'effectivement Lorenzo il a un contrat que d'1 an et les signatures elles sont en train de tomber pour tous les teams Moto3 en ce moment, avec les petits jeunes qui poussent au portillon, donc sa place effectivement elle est loin d'être assurée, hein. Faut croiser les doigts, mais là honnêtement t'es patron de team, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Puis quand tu connais le niveau des championnats qui, comme tu dis, poussent les jeunes, que ce soit le championnat espagnol ou la Red Bull Rookies Cup, etc. Enfin, des viviers de pilotes dans ces catégories-là, il y en a énormément. Donc ça va être compliqué. Il y a peut-être le Super Sport 300, même si j'ai du mal à croire qu'il y ait une grosse passerelle entre les deux, mais il y a des pilotes qui vont vite là-bas aussi. Voilà. On va attendre de toute façon, espérons qu'ils trouvent quelque chose et qu'ils mettent tout dans le bon ordre pour au moins rentrer dans les points. On croise les doigts et puis on pense fort à lui parce que ça va pas être évident non plus. Une saison très particulière. Ça fait 1 an qu'il est dans un contexte très particulier, mais ça va pas être simple aussi pour rouler l'esprit tranquille. Allez, on va passer au Moto 2, la catégorie la plus inintéressante du week-end. En qualif, on a Ben Schneider, Arbolino, Gonzalez et Vandengoubert qui s'en sortent. Et en Q2, donc c'est Vietti qui arrache la pole pour quelques dixièmes devant Acosta. Gonzalez fait P3 et Canet partira de la 4e position. Pasini 5e et Alonso Lopez vient pour compléter la 2e ligne. La 3e ligne est composée de Roberts, Lowes et Arbolino. En course, on a Acosta qui fait le all shot suivi par Vietti et Canet. Arbolino est dans le paquet et a du mal à se montrer. Lui qui fait quelques courses en dedans dernièrement. On peut noter les chutes successives de Adjus, Van der Kuberg, et tant mieux parce que comme ça j'aurais pas à redire son nom, et Foggia.
Acosta commence à creuser l'écart et Canet file le train à Vietti. Malheureusement pour Aaron, il va perdre l'avant et laisser la 3e position à déjà décroché mais dans la course Alonso Lopez. Arbolino, lui, est revenu 5e, s'attaque à Manuel Gonzalez et manque aussi de perdre l'avant. Vietti également manque de s'en coller une. Il avait l'air très très glissant le circuit avec les pneus de Pirelli Moto2 en tout cas, parce qu'on a également Skinner, Aldeguer et Loos qui n'ont pas eu cette chance et qui finissent dans les graviers dans des incidents séparés. Dans le dernier tour, enfin, c'est Guevara et Tulovic qui font de même. Alors, c'était pas très très beau à voir cet incident. On pourra revenir peut-être dessus. En fait, on a Acosta donc qui a écrasé la concurrence sur ce Grand Prix, qui finit premier, avec 5 secondes d'avance devant Vietti, qui, je le rappelle, est de la VR46, donc qui vient jouer ici tous les week-ends, et Lopez. Arbolino a finalement passé Gonzalez pour la 4e place, donc, et Gonzalez finit lui 5e. Au classement du championnat directement, Pedro Acosta est en tête du championnat avec 211 points. Il creuse l'écart devant Arbolino qui a fait une course très difficile, 177 points pour lui. Et le 3e, Dixon également très très loin, 146 points ce week-end. Donc on a Acosta qui creuse son avance. Canet est tombé, toujours 4e. Et il y a que Lopez qui vient gratter un peu avec 116 points, égalité avec Canet pour la 4e position. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? Bah, moi qui aime le Moto2, là j'avoue c'était retour aux années compliquées. Franchement c'était long à regarder. Ouais. Moi j'ai juste noté que c'était dur de trouver de la constance dans la catégorie, hormis pour Acosta. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en tête. En exemple, on peut avoir Dixon qui gagne la semaine dernière, mais là il est 12e et quasiment invisible. Canet qui se met encore par terre, et Arbolino qui était absent la semaine dernière complètement, il est hors des points si je dis pas de bêtises. Et là il finit 4e après avoir quand même fait une belle remontée. Mais voilà, là ça va pas être suffisant pour aller chercher Acosta. Il se cannibalise les points derrière et on n'a pas vraiment de vrais adversaires réguliers pour lui en fait. Ouais, Arbolino il revient de loin, mais le problème c'est ses qualifications. Il me semble qu'il est passé par la Q1, donc c'est compliqué de faire des week-ends comme ça pour lui. Acosta, il signe quasiment tout le temps les premières lignes. On peut pas partir d'aussi loin en Moto2 et c'est pas facile de doubler non plus. Donc voilà. Ce que j'aime bien voir au classement, c'est que les 5 premiers en tête du championnat, c'est 5 équipes différentes. Ça change un peu d'une domination que Ayo ou que Marc VDS par exemple, comme on a pu voir certaines années. Mais c'est vrai que le titre semble tendre les bras à Acosta dans le sens où c'est lui qui a la constance. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri de n'importe quel événement ou qu'un autre pilote se réveille, mais effectivement, pour l'instant, si lui commet pas de faux pas et reste sur le rythme actuel, ça va être très difficile d'aller le chercher. Pas grand chose d'autre à dire, ouais, peut-être revenir sur l'incident. Je sais pas si tu l'as vu, le crash entre Guevara et Tulovic. Je t'avoue que non, je l'ai pas forcément vu. Ça doit être la partie où je faisais le moins attention, je t'avouerai. Ouais, bah c'était le dernier tour. Ils l'ont pas montré en fait à l'écran. Ils l'ont vraiment montré beaucoup plus tard, une fois que la course était finie, etc. Parce qu'ils montraient la tête de course, quoi. Mais c'était vraiment Tulovic, je sais pas ce qu'il a cherché à faire là, parce que je pense qu'il va prendre une pénalité, parce que ça me semblait vraiment un gros accrochage. Eh ben écoute, si on n'a rien de plus à dire, on va passer chez les gros cubes et je te laisse la main. Ok, bah c'est parti pour le MotoGP. Donc la Q1, c'est Oliveira et Alex Espargaro qui vont sortir de Q1. En Q2, donc on a la pole pour Martin devant Bezzecchi et Bagnaia. Le point important, c'est que Martin pulvérise le record de la piste et il met plus de 4 dixièmes à l'ancien record pour faire cette pole, et ça entraîne déjà une mauvaise nouvelle pour Honda, puisque le remplaçant de Rins, Takumi Takahashi, ne réalise pas les 107% nécessaires pour se qualifier. Il ne participera pas aux courses du coup. On a une pensée à ce sujet pour Christophe Ponson, qui a fait un tollé quand lui il est venu, mais au moins il se qualifiait. Côté français, Quartararo est 13e et Zarco 16.
C'est parti pour la course sprint, le départ est donné, Martin conserve la tête tandis que Bagnaia prend le meilleur sur Bezzecchi, juste devant Pedrosa. On rappelle que le pilote espagnol, pilote d'essai KTM et wildcard ce week-end. Martin creuse d'entrée un petit écart pendant que dans le milieu du peloton, Binder fait le spectacle en enchaînant les dépassements après un mauvais départ alors qu'il s'est lancé de la 7e place. À l'avant de la course, Pecco élargit, ce qui permet à Bezzecchi de passer. Le pilote Ducati officiel se retrouve sous la menace de Pedrosa. Martin et Bezzecchi sont sur un autre rythme, les deux hommes creusent l'écart, mais l'Italien ne parviendra jamais à attaquer l'Espagnol. Les deux hommes passent la ligne d'arrivée dans cet ordre. Derrière, c'est toujours Binder qui fait le spectacle et passe en 5e position, juste derrière Pedrosa, à la poursuite de Bagnaia. Les trois hommes vont alors finir chacun roue dans roue. Au classement final de cette course sprint, c'est Martin devant Bezzecchi, Bagnaia, Zarco est 13e, Quartararo 14. À noter, beaucoup de pénalités pour dépassement des limites de piste. Donc on avait un long lap pour Morbidelli, Mir et Augusto Fernandez. On a même eu triple long lap du coup pour Mir, puisqu'il en a pris un dans le dernier tour, et il avait pris un double long lap parce qu'il n'avait pas observé sa pénalité. Qu'as-tu pensé de cette course sprint, Pierre ? Plein de choses, plein d'émotions. Voilà, revoir Bagnaia sur une moto, dans une moindre mesure Bezzecchi parce que je suis quand même moins attaché à ce pilote, mais faire ce qu'ils ont fait, blessé. En tout cas, surtout on le voyait quand ils étaient en dehors de la piste. C'est incroyable. Moi, ce que je retiens, c'est la défense de Bagnaia sur cette course versus Pedrosa. On voyait que Pedrosa était plus rapide sur la fin de course, et Bagnaia qui ferme toutes les portes, qui fait aucune erreur pour à la fin aller arracher ce podium qui lui tendait pas les bras pour le coup, parce que c'était vraiment ça s'est senti que c'était dans la douleur, et il fatiguait beaucoup, donc voilà. Après, peut-être qu'on peut en parler. C'est vrai que ça a peut-être manqué un peu de dépassement sur cette course sprint. On n'aura pas beaucoup plus, je spoil, de chance en GP, mais voilà, et superbe course de Bagnaia, donc. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, hormis pour Binder. Moi, j'adore ce pilote, en glisse des deux roues à la fin dans tous les virages. C'est absolument génial. Mais c'est vrai que de toute façon, ils sont hors normes. Mais quand on voit la gamelle qu'a pris Pecco la semaine dernière, il fait pas une erreur. Oui, il va moins vite, mais il est intelligent. Il joue placé, et c'est top. Ça fait partie de façon de ce qu'on a à dire aussi après la course longue. Et puis moi, ce qui me faisait plaisir, c'est Pedrosa, quoi. Bon, ça a été dit à la télé, mais Pedrosa, pilote test KTM, lâché par Honda très facilement à l'époque. Sauf que le gars, il est pilote test, il fait 4e quand Bradle quand il court, on le sait pas, quoi. Donc il était là ce week-end pourtant. Pardon. Il était là ce week-end, Bradle. Mais non, je te rejoins sur Pedrosa. Donc ce qu'il fait, c'est incroyable dans le sens où il roule sur cette moto toute l'année, parce que je pense qu'à KTM ils font quand même pas mal d'essais. Mais voilà, lui, il a pas fait de compétition depuis 2 ans, je crois. C'était Red Bull Ring. Il a eu un accident avec Savadori, et depuis, il avait pas roulé. Enfin, de l'année. Après, il avait roulé en début d'année. Pardon, là, il a roulé en début d'année, mais et il est tout à fait dans le rythme. Après, je sais pas quelles sont les différences entre sa moto et la moto de Binder et de Miller, s'il y en a ou pas. En tout cas, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et pareil, il avait plus de vitesse que Bagnaia. Est-ce que comme c'est un pilote très respectueux, très intelligent, il s'est dit, j'ose pas le doubler parce que si on se met tous les deux au tas, ça va peut-être perturber le championnat. C'est possible, je sais pas. C'est un monsieur qui a beaucoup de classe, donc c'est aussi possible qu'il est pas forcé. Et peut-être qu'un pilote qui joue lui le championnat cette année, comme un Marc Marquez ou un Martin, qui sont un peu plus agressifs, peut-être qu'ils y seraient allés. Mais voilà, superbe course de Pedrosa. Ça fait chaud au cœur de voir comment il a été félicité par tout le monde, et notamment par son team aussi. Ça donne des envies de le voir revenir. Maintenant, il a 37 ans, je crois. Donc c'est compliqué de faire une saison MotoGP complète à cet âge-là, je pense.
Bon, il y en a qui l'ont fait jusque plus tard, mais sans peut-être des résultats aussi flamboyants. Mais non, c'est vrai. Après, il me semble qu'il testait un cadran carbone. Je sais pas si les autres KTM l'avaient, mais en tout cas, il a été dit qu'il avait un cadran carbone pour ce week-end, un test de KTM. Et visiblement, ça avait l'air de fonctionner sur cette course. Après, on verra si on le voit déployer sur les autres motos au prochain week-end. Et puis bon, KTM, ils ont des problèmes de riches, ils ont déjà 5 pilotes pour 4 motos l'année prochaine, ils vont pas en rajouter un 6e. Si, un petit mot, je l'ai pas marqué dans le conducteur, mais un petit mot sur Mir. Je pense que voilà, on est, je sais pas combien du 10e Grand Prix de la saison, 12e peut-être. Je trouve que là, ce qu'il fait, c'est pas admissible pour un pilote usine chez Honda. Certes, la moto est très difficile, ça je remets jamais ça en question. Mais comparé à ce qu'a fait Rins avant sa blessure, ou Marquez, ou même Nakagami, certes, Nakagami est plus expérimenté avec cette moto, mais voilà. Le point, c'est que je trouve inadmissible la course qu'il a fait en sprint. J'ai plus de patience avec lui, je vais laisser le bénéfice du doute, la moto est très difficile, il s'en est pris des grosses, je pense qu'il a un peu peur de cette moto. Mais si t'as peur de cette moto, fais comme Zarco avait fait chez KTM, tu casses ton contrat, tu dis j'ai pas envie de rouler avec une moto qui me fait peur. Là, le fait de se prendre un long lap penalty, ne pas le respecter, du coup s'en prendre un deuxième, et en plus se reprendre un long lap penalty parce qu'il dépasse encore les limites de piste après, donc en tout 3 long lap penalty sur une course de combien, de 12 tours, je sais même plus. C'est ça, on est là-dessus. Mais de toute façon, faut pas. Moi, je rajouterais même, ok, moins d'expérience, moto plus dure, etc. Ancien champion du monde. Donc c'est pas un peintre, le garçon. Là, je viens de me remettre le nez sur le classement. 23e et dernier, Mir à plus de 36 secondes avec toutes ses pénalités. 22e, Bradle, 23 secondes. 21e, Nakagami. 21 secondes, c'est pas possible. Quand dans le même temps en sprint, Marquez, bon alors hors des points, mais top 10 à 11 secondes. Il colle 10 secondes d'écart au meilleur des plus mauvais représentants d'Honda. C'est quand même hallucinant. Je pense que Mir, il a lâché, et faut pas qu'il oublie que pour le moment, il est toujours, comme tu dis, sous contrat Honda. Bien sûr. La saison est peut-être morte, ok, c'est même sûr. Oui, bien sûr. Mais ça empêche pas de continuer à travailler. Puis à ce moment-là, je sais pas comment ça fonctionne chez Honda, mais peut-être utiliser les courses comme des séances de test, puisqu'ils n'ont pas réussi à récupérer des concessions. Peut-être faire comme ça et puis admettre que pour le moment c'est compliqué et que d'ici 2 ans ça ira peut-être mieux. Exactement, je n'arrive pas à croire qu'un Honda ne cherche pas à avoir parce que j'ai l'impression que Mir il est en manque de sensations sur sa moto, qui ressent rien, il y a aucun feeling et la moto elle part dans tous les sens. Mais voilà, ça fait 9 mois qu'il travaille sur cette moto maintenant. J'arrive pas à croire qu'ils aient rien trouvé. Je me souviens quand Lorenzo était passé chez Honda, de Ducati Honda, on rigolait beaucoup parce que la Honda avait subi des tas de modifications, certaines un peu loufoques avec des sièges et des selles un peu volumineuses, etc. On rigolait beaucoup, mais en fait, ils avaient l'air de se donner pour adapter la moto à leur pilote. Alors certes, on changera pas la Honda de cette année qui est une mauvaise moto, qui est pas une moto pour gagner un championnat du monde. Ça, on en est tous conscients, je pense. Mais le fait qu'il en arrive là, lui qui est pilote officiel, ancien champion du monde, qui avec Suzuki jouait toujours placé, même ces 3 dernières années, même si il a gagné qu'une course, et voilà, il faisait régulièrement des top 10, voire des top 7. Là, j'arrive pas à comprendre. Donc, je suis très fâché contre lui, et je pense qu'il y a des clauses dans les contrats. J'en ai pas là parce que on a des problèmes de convaincre des pilotes de venir, mais je pense qu'il y a des clauses dans les contrats de performance et que s'ils sont pas respectés, n'importe quel team peut se séparer d'un pilote qui n'a pas atteint ses performances. Oui, puis je pense aussi que le salaire de Mir, alors ça c'est d'autres considérations, mais je pense que le salaire de Mir est pas le même qu'un Lecuona qui clairement doit faire les mêmes résultats. Donc à ce compte-là, si c'est pour terminer à ce niveau-là et qu'en plus le pilote apporte peut-être pas des données techniques importantes pour le développement de la moto, il faut peut-être commencer à regarder ailleurs. C'est dommage pour lui, mais à un moment, il est chez le premier constructeur mondial dans une équipe qui a peut-être le plus gros palmarès du championnat. C'est une institution, Honda Repsol. Donc là, les voir derniers, c'est juste hallucinant. Ah mais je te rejoins totalement. C'est pas un mauvais move peut-être parce que la saison
World SBK, elle se termine fin octobre, je crois, à Rérez. S'il n'y a plus rien à jouer, pourquoi pas dire Mir, bon écoute, tu restes dans un coin du garage, et puis c'est le Kona qui termine la saison parce qu'il a plus de sensations et de vitesse que toi, et on va peut-être voir pour le foot dans le team usine à ta place l'année prochaine. Enfin, à la place de Honda, à ce niveau-là, pourquoi pas, hein. Comme tu dis, il y a un salaire à payer. S'il faut tenter de faire revenir le Kona qui a un rythme pas dégueulasse, bon. Après, j'ai hâte de voir aussi la saison prochaine ce que fera Zarco, on aura déjà s'il est un peu plus loquace lui en conférence, on aura peut-être plus de détails sur ce qui fonctionne peut-être pas sur la moto, et je continue de penser que c'est pas forcément un mauvais metteur au point, donc il peut aussi faire évoluer la Honda dans le bon sens. Il a quand même de l'expérience sur toutes les machines, donc il y a pas de raison, mais c'est vrai que là pour cette année c'est laborieux, quoi. C'est laborieux. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour du sprint, et que Mira a eu suffisamment les oreilles qui sifflent. Je te laisse continuer. Tout à fait, on va passer sur la course longue. On prend les mêmes et on recommence. Martin s'envole de nouveau en tête, suivi de Bagnaia qui étrenne pour cette course une livrée spéciale toute jaune sur sa Ducati. Magnifique. Oui, j'adore. Franchement, c'était vraiment une superbe machine. Ça change un petit peu. Et du coup, il part devant une autre Ducati avec un peu moins de jaune, celle de Bezzecchi. Les trois Ducati creusent l'écart. Pecco est agressif derrière Martin pour essayer de l'empêcher de s'échapper, mais il ne parvient pas à passer l'Espagnol. Derrière, Binder a passé Pedrosa et tente de recoller au trio de tête. S'ensuit alors une bagarre à coups de meilleur tour en course pour les 5 pilotes précités, et c'est Binder qui craque le premier et part à la faute. Il peut repartir, mais très loin dans le peloton. À partir de la mi-course, Martin produit son effort et creuse l'écart sur Bagnaia, qui finit par se faire passer par Bezzecchi et se retrouve, comme en course sprint, sous la menace de Pedrosa. Malgré tout, les places vont rester figées jusqu'à la fin de course. C'est donc le même résultat que pour la course sprint, à savoir Martin devant Bezzecchi, Bagnaia et Pedrosa. Côté français, Zarco est 10e et Quartararo 13. À noter les chutes de Miller, a priori bien aidé par Michele Pirro, qui a chuté également, et celle de Joan Mir, le bien nommé, qui ne marque à nouveau aucun point ce week-end. Au classement du championnat, on a donc Pecco Bagnaia qui reste devant avec 283 points, devant Martin 247, Bezzecchi 218, Zarco est 6e avec 147 points, et Fabio toujours 11e avec 85 points. On va passer à l'analyse de la course. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est un peu la redite en version longue de la course de la veille, hein, honnêtement. Déjà, le podium est le même, même les 4 premières places sont les mêmes. Côté français, il y a un petit peu mieux, je crois. Zarco qui rentre dans le top 10. C'est ça. Pas grand chose à dire. Martin était dominateur sur le week-end. Forcément, on pourra jamais refaire l'histoire, mais peut-être que si Bezzecchi ou Bagnaia n'avaient pas été blessés, l'histoire aurait été différente. Maintenant, toutes ces victoires sont totalement méritées, notamment la pole qui nous colle le samedi, qui sort de nulle part en termes de chrono. Pedrosa toujours là. Je suis désolé pour la chute de Binder. C'était un peu déçu de le voir tomber parce qu'il avait un très bon rythme. Et puis voilà pour ça, quoi. Bravo pour Pedrosa encore une fois. Oui, voilà, il joue. Le gars revient, ça fait 5 ans qu'il est à la retraite, 2x4 sur le week-end. Magnifique, rien à dire. Et j'avais noté, moi par contre, pour pas faire que tirer sur Honda, la bonne place de Marc Marquez, donc 10e en sprint qui marque pas de points, mais en course longue il est 7e, donc du coup bonne place avec juste derrière lui. En fait, il est encadré par les Aprilia. Donc pareil, j'ai trouvé ça très bien. Raoul Fernandez commence peut-être à comprendre le maniement de la machine, puisqu'il est juste derrière à la 8e place. Devant, on a Vignales et Oliveira. Belle course pour eux. Je rejoins. Alors c'est pas pour critiquer, mais pour remettre en visibilité les performances de Pedrosa. Voilà, il a fait donc 2 week-ends de course cette année, Pedrosa, donc 4 courses. Il est classé 18e avec 32 points. Donc il est classé devant un Marc Marquez, un Bastianini, un Paul Espargaro ou un Joan Mir, par exemple, pour les pilotes titulaires. Donc on sait que Espargaro et Bastianini ont été blessés beaucoup, Marquez un petit peu moins, mais voilà, ça veut quand même dire ce que ça veut dire sur son niveau. Totalement. Après, j'ai noté pour faire toujours pareil, comme tu l'as dit, un redit avec la course sprint, mais j'avais mis Pecco blessé, mais
Alors entre guillemets bien placé, parce que oui, même blessé, même quand ça va mal, le garçon prend des très gros points, quoi. 2 fois 3e. Magnifique. Exactement. Surtout que voilà, le classement au championnat avant ce week-end de course, c'était donc Bagnaia en tête, suivi par Martin et Bezzecchi. Donc Martin, c'était son principal adversaire et Martin n'a pas baissé de rythme, hein, il enchaîne 2 victoires. Donc moi j'avais pensé éventuellement que Bagnaia pouvait se reposer sur un week-end et revenir en forme en Inde. Mais en fait, effectivement, Martin, il fait sans faute, donc 37 points dans la besace pour lui. Oui, je suis un boomer, j'utilise cette expression. Et du coup, si Bagnaia, il limite la casse avec je sais pas combien de points il prend, mais peut-être donc c'est 16 points en course principale et la 3e place en course sprint, je sais plus, ça doit être, mais grosso modo, ça doit être un petit peu moins de 30 points qui doit sauver Bagnaia. Donc voilà, il perd moins d'une dizaine de points sur Martin sur ce week-end, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir pour le championnat. Donc bravo à lui, parce qu'il a fait montre d'une grande force mentale, je pense, pour aller au-delà de la douleur, et tout en conservant un rythme incroyable, parce qu'il aurait pu faire la même course et finir 18e, personne ne lui en aurait voulu, hein. Totalement, et puis faut pas oublier aussi que le but, est, mine de rien, la saison est encore longue, le but c'est de pas tomber. Moi, la semaine dernière, en voyant ça, je me dis, quand je vois la chute, on en parlait avec Ophélie dans l'épisode précédent, je me dis, s'il faut, il vient d'hypothéquer sa saison. Et une chute comme ça peut arriver à d'autres pilotes. Donc, là, il est monté haut et fort. Là, je pense que la semaine dernière, si on lui dit, tu t'es sûr de signer 2 podiums la semaine d'après, après une gamelle comme ça, il y aurait peut-être pas cru. Là, c'est bien pour lui, ça montre qu'il est solide. Dommage pour les adversaires, va falloir se cracher dans les mains pour le passer, mais voilà, ça reste quand même un championnat très serré. Derrière, on a quand même toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc il faut pas se relâcher, ça nous promet une belle suite. Donc félicitations à lui, et puis vivement le prochain GP maintenant. Exactement. Pour rebondir sur Rolf Fernandez, c'est vrai que j'ai pas trop suivi ses courses. J'avais pas beaucoup d'action devant, mais c'est bien pour lui s'il se montre enfin. C'est peut-être un peu tardif dans la saison, mais c'est bien. Mais c'est vrai que les Aprilia étaient un peu en dedans sur ce week-end comparé à Silverstone ou Catalogne, où c'est des circuits qui a moins de grip peut-être, et que le tracé leur convient mieux. On voit que c'est pas encore une moto pour être champion du monde, la Aprilia, de mon point de vue, dans le sens où elle est trop irrégulière suivant les tracés. C'est un peu moins le cas de la KTM, et c'est pas du tout le cas de la Ducati. Donc voilà, c'est un point où je pense que les Italiens d'Aprilia doivent encore progresser. On est d'accord. C'est quand même la petite équipe d'usine pour moi, mais voilà, ils ont une moto qui commence à jouer placé. On l'a vu avec KTM avant qu'ils viennent à commencer à essayer de concurrencer sérieusement Ducati. Ils sont sur la bonne voie, donc c'est bien. Là, c'est pas que un pilote qui est devant. Tout le monde peut se servir de la moto avec des styles différents, des niveaux différents, parce que mine de rien, Fernandez n'est pas ultra expérimenté dans la catégorie, et je trouve que c'est de bon augure pour l'équipe. Ça fait du bien de voir d'autres motos devant, et puis pour le team RNF aussi, voilà, c'est une bonne chose. Moi, à chaque fois que je vois Aprilia, très honnêtement, je repense à ce qu'avait fait Joe Roberts il y a 2 ans, quand Aprilia cherchait des pilotes que personne ne voulait y aller. Joe Roberts avait dit moi je refuse parce que je veux être champion du monde Moto 2 et je préfère attendre une meilleure chose. J'avais dit à l'époque, le train du MotoGP, il passe une fois, on n'est pas sûr qu'il revienne. Au jour d'aujourd'hui, Joe Roberts, il est toujours pas champion, il est pas en passe de le devenir, et Aprilia aura, à mon avis, aucun problème à trouver des pilotes si jamais l'un des leurs choisissait de partir. Oui, exactement. On sait que la Aprilia, c'est une moto auquel au moins tu peux gagner des courses. C'est une moto qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Même certains autres pilotes usines, on va dire, qui sont en délicatesse sur leur moto. Je pense à Marc Marquez et Fabio Quartararo notamment. C'est vrai que c'est pas, ils ont bien progressé, et que effectivement Joe Roberts, je pense qu'il doit encore en faire des cauchemars la nuit. Dommage pour lui. Dommage pour lui. Peut-être qu'on peut parler un peu des essais MotoGP qu'il y avait aujourd'hui. Je sais pas si tu as suivi un peu
les feedbacks qu'il y a eu. Après, ça reste beaucoup d'interviews et de bruits de couloir, donc c'est difficile d'y voir clair. On peut commencer par les déclarations notamment de Marc Marquez qui ont lieu le midi. Donc il avait à peine testé la moto le matin, donc il a dit que avec Johan Mir, ils ont dit que donc la nouvelle moto qu'avait apporté Honda pour l'année prochaine était effectivement complètement nouvelle, en tout cas que l'équilibre de la moto n'était pas du tout le même, que le châssis était différent. Par contre, effectivement, les problèmes récurrents de la moto, c'est-à-dire notamment le manque de grippe arrière, étaient toujours là et qui se montraient assez pessimistes sur la suite. Eh ben, c'est pas génial. J'ai juste vu ce que j'ai vu, moi, c'était les essais de carénage avec enfin de l'aérodynamique peut-être un peu plus travaillé sur la moto de Fabio. Après, j'ai pas eu vraiment de retour, j'ai pas lu les déclarations. Là, je suis un peu sur les temps qui ont été faits, etc., sur les différents practices. Mais bon, après, c'est pas forcément parlant, mais parce qu'on sait pas qui roule avec quel pneu ou avec quoi, mais en tout cas, il a fait à chaque fois des temps similaires, quoi. On a quand même aussi un peu une interview de Quartararo que j'avais passé sur Canal, donc il est assez déçu. Après, c'est une constance chez lui et dans le team Yamaha en général. Je pense que Lorenzo en 2016 était déjà déçu des améliorations de la Yamaha. Je mets pas tout le blâme sur Quartararo. Effectivement, ils ont testé un tout nouveau package aéro qui avait l'air bien différent. Ils ont testé a priori un nouveau moteur. Voilà. Après, est-ce que une journée complète, ça suffit pour avoir fait le tour des points forts, des points faibles de telle ou telle nouveauté? Je suis pas complètement convaincu. Là, tu vois, je suis sur les comparatifs de temps et en Q1, il sort un tour en 1:31.4 et sur ses essais, son meilleur temps sort en 1:31.1 sur la deuxième session, quand sur la première, il fait 1:31.7. Alors après, à voir combien de temps il tourne quand c'est comme ça j'en ai aucune idée. Mais bon, il y a l'air d'y avoir un peu d'amélioration. Maintenant, de toute façon, c'est pas tout de suite qu'on verra les progrès. Il va falloir qu'ils continuent d'avancer. J'espère surtout qu'ils bossent vraiment sur tous les points chez Yamaha pour essayer de fournir quelque chose, parce que très honnêtement, ça fait quand même de la peine de voir une écurie officielle comme ça très très loin, quoi. Même Morbidelli, il a été absent ce week-end, c'est dur, quoi. C'est dur. Chez Aprilia, les retours que je peux avoir, c'est donc Miguel Oliveira qui a testé la moto de cette année, donc la moto 2023 qu'il aura lui en 2024 dans le team RNF. Donc ce qu'il a dit, c'était plutôt flatteur. Il a dit que la moto avait progressé dans tous les domaines. On sait que cette moto 2023, cette Aprilia est très bonne, donc peut-être que l'année prochaine, effectivement, Miguel pourra montrer autre chose sur cette machine. Et côté pilote officiel, donc on a Alex Espargaro, donc qui dit un peu la même chose que les autres pilotes, donc que la moto est différente, mais qu'elle semble un peu plus douce, et aussi qu'elle amortirait mieux un peu les défauts de la piste, en fait, que ça remontait moins au niveau du pilote, donc c'était peut-être mieux pour le passage à haute vitesse. Et Viñales rajoute une couche en disant que avant d'arriver chez Aprilia, il n'avait jamais réalisé que cette piste avait des bosses, donc c'est que ça devait être une moto effectivement assez dure là-dessus sur les suspensions. Ok, bon, c'est plutôt positif aussi pour Aprilia. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ouais, je vois que Ducati, si les Ducati officielles, elles ont roulé, elles ont testé quand même. Ouais, elles ont roulé. Alors j'ai vu que c'est Bezzecchi qui a pas roulé et DJ Antonio. Donc Franck Bagnaia est sorti, mais pas Bastianini bien sûr, avec Michel Pirot qui est sorti également. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Surtout Martin, en fait, qui a fait beaucoup de tours du fait qu'il soit pilote sous contrat de la marque et qui sera encore là l'année prochaine, contrairement à Zarco par exemple. Donc il a eu plusieurs changements de package aéro avec des choses un peu plus impressionnants. Mais en tout cas, rien de marquant visiblement pour les journalistes. Ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en termes de visuel et ils en savent pas plus.
Ok. Eh ben. Ça veut pas dire que Ducati bosse pas. Hein. Non, bon, tu sais, c'est ce qu'on disait en voyant la photo publiée sur notre groupe tout à l'heure de la Honda avec des petites ailettes à l'arrière, etc. Le problème, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de constructeurs copient, notamment les Japonais, copient, mais n'inventent pas pendant ce temps-là. Ducati, eux, continuent de prendre de l'avance, en fait. Donc j'espère que tout le monde va inverser un peu la vapeur et puis aller concurrencer les Italiens quand même. Parce que je sais que tu es très fan, mais j'aime bien la bagarre des constructeurs devant. Ouais, exactement. Moi, je suis pour un MotoGP disputé en termes de pilotes et de constructeurs. C'est essentiel, je pense, pour qu'on aime notre sport. Je suis hyper content quand Ducati gagne, bien entendu, mais si la concurrence n'est pas là, c'est moins savoureux, je trouve. Côté KTM, rapidement, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Jack Miller qui a testé le châssis de Dani Pedrosa, donc qui est a priori fait en fibre de carbone. Pedrosa, lui, n'a pas roulé, et Brinder, on n'est pas sûr qu'il ait testé ce châssis carbone. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Paul Espargaro est encore tombé aujourd'hui, mais ça a l'air d'aller. Et alors qu'Augusto Fernandez lui a enchaîné les tours, je pense pour s'habituer. Hein. C'est un rookie, donc après tout roulage est bon à prendre, on va dire. De toute façon, il y a toujours le feuilleton KTM aussi, savoir qui ils vont mettre sur les motos, etc. Ça, il y a rien de fait non plus. Ça doit pas être simple à vivre dans les. Enfin, c'est jamais simple à vivre de toute façon les relations pilote-équipe chez KTM. Ça, c'est le drame de fin d'année. C'est ça. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, dernière news, j'ai vu que normalement Michelin aurait dû proposer un nouveau pneu avant à ce test, mais n'a pas eu le temps de le produire. En tout cas, il présentait pas toutes les garanties. Donc ce sera repoussé. C'est un nouveau pneu qui doit être introduit en 2025, on le rappelle. Donc un nouveau pneu avant. Et le problème qui se pose avec ce pneu avant, c'est qu'il a été testé par Michelin, donc les pilotes d'essai Michelin, j'ai pas leur nom, sur des CB1000RR. Le problème, c'est que c'était des motos sans un package aéro. Donc, quand on connaît toutes les contraintes aujourd'hui qu'impose l'aéro sur le pneu, notamment à l'avant surtout, je sais pas trop quelle va être la catastrophe qui s'annonce, mais je comprends pas trop l'idée de aujourd'hui amener des nouvelles choses sans inclure l'aéro qui impose des contraintes énormes sur les pneumatiques, quoi. Surtout que des 1000 avec de l'aéro, ça existe quand même. On en trouve. Enfin, je pense que Michelin peut avoir des. Alors, ils ont peut-être pas les pilotes à mettre dessus, on est d'accord. Mais si je te dis pas de bêtises, une V4R, il y a de l'aéro. Une RSV4, il y a de l'aéro. Il y a quand même moyen de trouver des choses. Je parle pas des copies de MotoGP évidemment parce qu'il faut pouvoir les exploiter. Mais c'est pareil, c'est des motos qui sont trouvables. Donc, je suis d'accord avec toi là. Je comprends pas trop l'intérêt. On n'aura plus qu'à appeler Michelin pour avoir la réponse. Et en attendant, donc normalement on se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Inde. Voilà. Ça marche. Réponse dans 15 jours. Exactement. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Salut.